Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Dans nos sociétés de consommation, on gâche de plus en plus, que ce soit l'alimentation, les produits électroniques et même les matériaux de construction. C'est pourquoi on a inventé l'économie circulaire. On en parle aujourd'hui dans Business Models. Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Vous êtes le fondateur de StockPro. On va revenir sur votre solution spécialisée dans le recyclage de matériaux neufs dans le BTP. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Mais on aime bien commencer l'émission par une petite revue de presse. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité ces dernières semaines dans ce secteur ? Une actualité assez riche, Thomas. D'abord, il y a eu l'annonce du référendum qui acte l'engagement éco-responsable de l'État. Il souhaite inscrire l'engagement éco-responsable dans la Constitution. Ça, c'est quand même un point important. C'est un virage écologique fort. C'est un virage très important parce que ça permet de montrer, déterminer un cap maintenant un peu éco-responsable à l'ensemble de la société. On dit que l'économie n'est pas la force de l'histoire, c'est la politique. Donc une impulsion de l'État dans ce sens me paraît essentielle. C'est symbolique ou il y a vraiment, ça va changer les choses ? Je dirais que ça commence, les changements commencent souvent par un symbole. Après, bien sûr, il faut le décliner au niveau opérationnel dans chacune des organisations. Mais s'il n'y a pas déjà un cap de fixé, ça a peu de chances d'aboutir. Donc maintenant, il faut décliner ça. Ça a été relayé. Ce matin, il y avait une interview sur France Inter du directeur général délégué du groupe Bouygues et qui expliquait, lui, justement, comment le groupe allait mettre en place des actions pour respecter l'engagement qui a été pris lors des accords de Paris au niveau de leur société, que ce soit TF1, que ce soit Bouygues Télécom ou Bouygues Construction. Donc on voit que le cap fixé par l'État commence déjà à être relayé de manière opérationnelle dans les entreprises. C'est en train de se diffuser un petit peu partout dans la société. Ça avait commencé avant, mais c'est vrai que cette crise sanitaire du Covid peut-être fait prendre conscience de notre fragilité sur cette planète et accélère encore les choses ? Je suis complètement d'accord avec cette analyse. Je trouve qu'on a pris conscience que finalement, que ce soit la production des produits ou la logistique, il y avait de fortes dépendances et que quand la chaîne était un peu enrhumée, sans jeu de mots, on avait des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de rupture de chaîne logistique et du coup, avoir une approche circulaire des choses, c'est se dire, tiens, autour de moi, il y a des produits, il y a des services à ne pas gaspiller qu'on pourra réutiliser. La nature s'adapte, donc on a pris conscience de ça et on l'a mis en place certainement un peu plus vite. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table en ce moment, de la part des banques centrales, des gouvernements, pour relancer l'économie. Est-ce qu'on investit assez, est-ce qu'on profite assez de cette opportunité pour verdir ces investissements ? Il y a un débat là-dessus en disant, voilà, on pourrait justement se servir de cette énorme manne financière pour aller encore plus vite dans la transition écologique. Il y a toujours, je pense, un peu de perte en ligne entre les montants qui sont libérés par les gouvernements et les entreprises qui réellement peuvent en bénéficier et ont une contribution effective dans l'économie circulaire. C'est pareil avec la collecte de l'impôt, je crois. Donc, oui, on peut critiquer ça, mais moi, je préfère souligner le côté positif, c'est que l'argent qu'on investit dans ce virage vert, il va forcément avoir des répercussions positives pour l'économie. C'est pour ça que vous êtes entrepreneur, vous voyez le bon côté des choses et les opportunités. Un mot sur la petite schizophrénie aussi qui peut poindre dans certaines entreprises, parce qu'on est en effet dans une société où plus on consomme, plus la croissance est présente. Il faut réinventer des business models qui sont vertueux, qui permettent à la fois de préserver l'écologie et l'économie. Il ne faut pas opposer les deux. Et puis il ne faut pas avoir peur surtout. Je pense que si on présente l'écologie comme une perte ou une privation de valeur ajoutée pour les entreprises, c'est sûr que ça ne donne pas envie aux entreprises de se mettre à l'écologie. En revanche, si on explique aux entreprises que la perte de valeur ajoutée d'un côté, c'est une opportunité pour créer de la valeur et apporter de la valeur dans un autre côté, plus peut-être sur le service, la fidélisation des clients, là, ça a du sens. Donc l'approche, pour moi, pour qu'elle soit gagnante-gagnante, c'est de réconcilier et surtout pas opposer l'économie et l'écologie. Parce que certains se servent aussi
de l'argument de ce confinement, de ces confinements liés à la crise du Covid, pour dire, regardez, la solution de la décroissance, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on perd 15% de PIB sur un an, ça ne résout pas pour autant nos problèmes écologiques. Donc ce n'est pas forcément la voie qu'il faut explorer. Il faut continuer à trouver des chemins de croissance vertueux. Oui, croissance vertueuse, dans vertueux, il y a vert. Donc, je pense que vous avez complètement raison. La croissance verte, ça existe. C'est pas parce qu'encore une fois, on arrive à donner de la valeur ajoutée à des produits qui ont déjà eu une première vie, qui sont de seconde main, que ça diminue le PIB. Au contraire, c'est une manière, je dirais, intelligente de créer de la valeur sans nécessairement détruire de la matière première ou de la richesse. Bon, on voit qu'en plus d'être entrepreneur, vous êtes poète. On va voir maintenant pourquoi il y a de plus en plus d'entrepreneurs comme vous et d'autres qui se lancent dans cette économie circulaire. Alors Romain, on le voit, c'est une vraie thématique sur beaucoup de créations d'entreprises actuellement. Essayer de moins gâcher, moins gaspiller. On le voit dans l'alimentaire, on le voit dans le recyclage de produits électroniques, dans votre activité sur laquelle on va s'arrêter dans quelques instants. Qu'est-ce qui pousse tous ces entrepreneurs à s'intéresser à cette économie circulaire, à ce gisement de valeur qui était jusque-là exploité que par la poubelle? Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience du consommateur. Déjà, le consommateur, on lui a expliqué pendant des années, le marché lui a expliqué pendant des années ce qu'il était bon de consommer, notamment par la publicité. Donc là, j'ai l'impression que le rapport de force s'inverse et cette fois, c'est le consommateur qui devient acteur. Moi, je parle toujours de consommateur aujourd'hui. C'est lui qui est maître de sa décision et c'est lui qui décide de donner du sens à son acte d'achat. Donc c'est pour cette raison qu'il n'a pas envie ou il n'a plus envie de gaspiller, que ce soit dans l'alimentaire, comme vous l'avez dit, ou dans bien d'autres secteurs. Donc il y a une prise de conscience du marché. En fait, c'est le marché qui est là et du coup, ça suscite des vocations d'entrepreneurs? Exactement. Alors oui, ça suscite des vocations d'entrepreneurs. Le gaspillage a démarré surtout par l'alimentaire, c'est ce que vous expliquez, parce que l'alimentaire, c'est un peu comme la brosse à dents, on se nourrit tous les jours. Et puis par extension, on s'aperçoit que du gaspillage, il y en a dans l'édition. Il y a un livre je crois que 80% des livres de la rentrée littéraire sont détruits. Il y en a dans le textile, et il y en a, comme vous l'avez dit, dans les produits électroniques et évidemment dans les matériaux de construction. Donc après, je pense que en fonction de sa sensibilité, de son expérience de secteur, on se dit, tiens, vu l'expérience que j'ai du secteur, il y a certainement quelque chose à apporter dans cet angle-là. Est-ce que des sites comme Le Bon Coin, par exemple, des Vinted qui apparaissent avec un grand succès depuis plusieurs années maintenant, rentrent dans cette économie circulaire? Complètement. Je ferais peut-être une petite différence entre Le Bon Coin et Vinted parce que Le Bon Coin a commencé bien avant tout ce boom de l'économie circulaire. Je pense qu'au départ, le principe du Bon Coin, c'était un modèle un petit peu différent de disruption de la brocante et de créer une énorme brocante. Mais la brocante, c'était le produit d'occasion et du circulaire presque sans le savoir. Oui, la brocante, c'est le bon sens paysan. Hein. J'ai plus besoin de ce produit, donc je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc l'économie de nos grands-mères qui finalement était déjà à l'époque, on faisait attention aux choses. On faisait attention parce qu'on avait beaucoup moins. Donc forcément, je pense que la société de consommation, elle a fait perdre un peu la valeur d'utilité des choses. On achetait les choses, on achète encore les choses plus pour ce que ça représente plutôt que pour l'utilité du produit en lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie opportunité. Il y a à la fois une prise de conscience écologique de plus en plus grande de la part des uns et des autres, et aussi l'opportunité de créer un peu de pouvoir d'achat aussi. On est dans ça peut rapporter quelques euros en plus dans mon budget quotidien, de recycler. Bien sûr, c'est des économies. Aujourd'hui, on voit quand même que le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet. Donc, récupérer quelques euros parce que je me sépare d'un objet dont je n'ai pas besoin ou acheter à moindre coût un objet dont j'ai besoin, c'est toujours une possibilité de gagner, de faire des économies. Et en ce sens-là, je pense que c'est ce qui me motive et c'est ce qui accélère aussi du côté du consommateur le virage de l'économie circulaire. Allez, on va voir maintenant comment est-ce que vous vous attaquez à cette question dans le domaine du BTP. StockPro. Alors, comment est née cette aventure ?
Alors StockPro, c'est né il y a une quinzaine d'années quand j'étais entrepreneur en BTP. Donc moi j'avais une entreprise de maçonnerie dans l'Essonne et j'ai remarqué très tôt, c'est une entreprise que j'ai rachetée donc je n'avais pas d'expérience dans ce métier. J'ai constaté très tôt dans mon entreprise qu'il y avait une problématique concernant les retours chantiers. Donc, les retours chantiers, ce sont tous les matériaux neufs qui sont achetés pour un chantier mais qui ne sont pas mis en œuvre à la fin du chantier. Donc on se retrouve avec ces matériaux en trop, des restes en quelque sorte. On ne les jette pas parce qu'ils sont neufs, bien évidemment. Et puis dans le BTP, on n'aime pas trop jeter, on est un peu brocanteur dans l'âme. Donc on les rapporte dans l'entreprise en se disant qu'on va les réutiliser. On les stocke pour les réutiliser plus tard. C'est l'équivalent du garage chez un particulier ou du grenier. Exactement, c'est l'équivalent du grenier. Sauf que comme c'est notre métier de faire des chantiers, on accumule beaucoup de stocks et au bout d'un moment, on ne sait pas quoi en faire, on finit par le jeter. Et finalement, j'ai constaté très rapidement que ces matériaux, si on avait pu les identifier avant, si on les avait un petit peu en tête pour le chantier suivant, on aurait une possibilité de les réemployer, de les réutiliser dans des chantiers ultérieurs. C'est ça représente des grosses sommes pour un entrepreneur, par exemple, ces matériaux non utilisés? Alors, à l'échelle nationale, ça représente 1,5 milliard d'euros par an, ces matériaux neufs non utilisés puis jetés. Et à l'échelle d'une PME, c'est à peu près 4 à 5 000 euros de valeur, donc de marge potentielle à réaliser, ce qui est important. C'est quel pourcentage de budget, par exemple, sur un chantier? C'est quoi? C'est 5%, 10% qui n'est pas employé? C'est à peu près, on va dire que c'est entre 5 et 10%, ça dépend des méthodes et ça dépend des tailles d'entreprise. Mais donc, c'est une vraie valeur à constater. Donc vous faites ce constat en tant qu'entrepreneur et vous dites, tiens, il y a quelque chose à exploiter. Exactement. Bon, alors on est dans les années 2000, donc dans les années 2000, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'application, il n'y a pas tout ça. Donc moi, je me dis tout de suite, tiens, je vais mettre en place un petit process un peu traditionnel. Donc c'est un tableau Excel, une sortie papier et puis des photos avec un appareil photo numérique et un process pour sensibiliser les équipes à réutiliser ça. Et je me suis toujours dit que ça serait intelligent de créer un outil qui permette à toutes les entreprises du BTP d'avoir cette démarche. D'inventer le smartphone, en fait. Vous auriez pu être Steve Jobs. C'est ça, mais j'ai pas réussi. Et puis du coup, 15 ans plus tard, les usages, les mœurs digitaux ont considérablement évolué. Et je me suis dit, tiens, maintenant le marché du BTP est beaucoup plus prêt à accueillir ce type d'idées. On voit qu'il y a de plus en plus de services digitaux maintenant qui viennent en appui des processus chantier, de suivi de chantier pour le métier du BTP. Et c'est là que StockPro est réellement né. Donc c'est quoi? C'est une app sur mon smartphone. Ça me permet de photographier finalement mes matériaux non employés? Voilà, c'est exactement ça. Le point de douleur du sujet du réemploi dans le BTP, c'est la digitalisation des matériaux. C'est comment est-ce qu'on passe d'un statut physique à un statut digital. D'où l'application qui permet en quelques secondes de scanner le code barre ou d'inscrire le libellé du produit. Donc on l'identifie. Cet outil s'appuie sur une base de données. Une fois que je l'ai identifié, j'indique la quantité, le lieu de stockage. Et là, ça y est, mon produit est digitalisé. Et après, c'est quoi? C'est comme le Bon Coin finalement. Je peux le mettre en vente? C'est un petit peu différent du Bon Coin. Il y a deux fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est une fois que j'ai mon inventaire qui est digitalisé, je peux le partager avec les collaborateurs dans mon entreprise. Donc je sais ce que j'ai, donc je peux réutiliser ces matériaux plutôt que d'en acheter en doublon, en triplon dans les chantiers suivants. Donc c'est un réemploi qui est interne. Il ne faut pas oublier que le réemploi, ce n'est pas nécessairement vendre à un tiers, ça peut être aussi réutilisé pour soi. Donc ça, c'est la première fonctionnalité de l'application. La deuxième fonctionnalité de l'application, c'est effectivement un modèle un peu plus Bon Coin. C'est-à-dire que je peux décider de mettre en vente ce produit et à ce moment-là, il est dirigé vers une place de marché que StockPro administre. Et là, on met en relation classiquement des vendeurs avec des acheteurs. D'accord. Des acheteurs professionnels ou particuliers? Est-ce que moi, bricoleur du dimanche, je peux aller acheter mon ciment chez un entrepreneur qui l'aurait stocké non loin de chez moi? Eh bien, la bonne nouvelle, Thomas, c'est que depuis début décembre, vous, en tant que particulier, vous pouvez acheter ces matériaux sur StockPro. Voilà. Donc aujourd'hui, ce service est disponible à l'achat, c'est-à-dire que aussi bien pour le professionnel, l'artisan, que le particulier. Parce que finalement, on a énormément de demandes, donc il faut savoir aussi être à l'écoute du marché. Au départ, on était sur une place de marché exclusivement B2B, mais c'est vrai que des matériaux neufs, de qualité professionnelle, immédiatement disponibles, puisqu'ils sont déjà stockés, ils sont déjà existants, et à des prix très bas, ça intéresse énormément le particulier bricoleur. Des prix très bas, ça veut dire quoi? C'est un discount, c'est une décote de combien par rapport au prix chez un marchand plus classique? On est entre... alors, la fixation du prix est à la libre appréciation du vendeur.
mais nous, on constate sur notre plateforme que le rabais moyen, il est de 50% et ça va à peu près de 30 à 80% par rapport au prix public. Votre façon de gagner de l'argent, votre business model, c'est quoi? C'est de prendre une commission sur ces transactions? Alors notre business model, il est de deux natures. On a un abonnement pour tous les entrepreneurs ou les négociants ou les industriels qui utilisent notre solution de digitalisation de leurs matériaux dépréciés. Et puis, classiquement, une commission quand il y a une transaction entre un acheteur et un vendeur. Et donc, ça a été lancé il y a combien de temps, StockPro maintenant? StockPro, ça a été lancé en octobre 2018. D'accord. Donc et on a à peu près 2 ans. Constatez que ce nouvel usage est en train de se répandre, où il faut évangéliser, c'est compliqué finalement de changer les mœurs d'une industrie qui vivait sans avant. Le changement, il se fait rarement dans la continuité, hein, donc effectivement, il y a une nécessité d'avoir des ruptures. Donc oui, il faut évangéliser. Je dirais que le bâtiment, c'est un métier où les habitudes sont fortement ancrées. Donc quand il y a quelque chose qui marche, c'est pas évident de faire évoluer les habitudes. Et c'est là où les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, l'État a son rôle à jouer, parce que s'il impulse ce type d'incitation par le biais des appels d'offres, ça permet à tout l'écosystème d'accélérer un peu la modification des comportements. Et d'ailleurs, ça va être le cas. Je crois qu'il y a une législation qui va forcer ces chantiers à utiliser davantage de réemploi. Oui, dans la RE 2020, il y a des clauses maintenant de réemploi qui sont quasiment systématiques dans les CCTP, dans les cahiers des charges techniques, et qui imposent aux maîtres d'ouvrage d'avoir une partie de leur chantier fait ou réalisé avec des matériaux issus du réemploi. Donc c'est sûr que ça va créer un appel d'air important pour des acteurs comme StockPro. C'est quoi les matériaux les plus réemployés, ou est-ce qu'il y a une typologie? Il y a une typologie. Je dirais que les matériaux les plus facilement réemployables sont les matériaux du second œuvre, donc plutôt plomberie, carrelage, électricité, parce qu'on peut encore modifier un peu les cahiers des charges des appels d'offres. C'est beaucoup plus compliqué de le faire sur l'enveloppe, donc le gros œuvre du bâtiment, puisque c'est soumis à permis de construire. Donc une fois que vous avez déposé votre permis de construire, c'est compliqué d'aller changer la façade. Vous êtes obligé de coller un peu au cahier des charges, ce qui probablement changera dans les années à venir. Donc plutôt plomberie, électricité et carrelage, qui sont aussi des corps de métier où le prix des matériaux sont les plus élevés. Donc ça permet de réaliser tout de suite des économies importantes. Bon, Romain, on va voir maintenant pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette entreprise, et quelle est la petite flamme qui vous anime? Alors vous l'avez rappelé, vous avez eu une expérience en tant qu'entrepreneur dans le BTP. C'est facile de changer de casquette comme ça et de se lancer dans le digital, parce que finalement c'est un autre univers. En fait, finalement, passer d'entrepreneur à entrepreneur, ça c'est facile. Ouais. Et passer d'un entrepreneur traditionnel, entre guillemets, dans le BTP à un entrepreneur digital, je dirais que c'est boucler la boucle quelque part, parce que moi j'ai un parcours d'entrepreneur, et la première entreprise dans laquelle j'ai officié, entre guillemets, était une start-up digitale, donc qui faisait les courses à la place du consommateur. D'accord. Donc finalement, c'est un vous venez juste du retour. digital, mais alors l'exception, ou la particularité, c'était d'avoir fait une incursion dans une PME traditionnelle du BTP. Peut-être, c'était une grande parenthèse, mais peut-être que finalement, on peut voir les choses comme ça. Qu'est-ce qui vous avait donné envie justement de vous lancer dans une aventure plus terrain, on pourrait dire, plus concrète, moins virtuelle? C'est toujours une question de rencontre, en général, les trajectoires d'entrepreneurs. Donc là, en l'occurrence, j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce métier-là, qui m'ont expliqué qu'il y avait beaucoup de belles entreprises à racheter. Les entrepreneurs du BTP partent à la retraite. Il y a eu toute une vague. Les baby-boomers. Les baby-boomers. Et donc, pas que dans le BTP, d'ailleurs. Pas que dans le BTP, mais moi, j'ai toujours été... Je suis un
un fils d'agriculteur, je suis un gars de la campagne, donc j'ai toujours travaillé et aimé travailler de mes mains, donc ça me faisait absolument pas peur de me lancer dans un métier un peu plus manuel. Et je dirais que le BTP, ça me permettait de faire l'acquisition d'un outil pour pas très cher, parce que une boîte de BTP, ça coûte pas très cher, et de pouvoir la développer. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure, et je le regrette pas parce que c'est un métier assez incroyable. D'ailleurs, quelque part, Stock Pro, ça permet de oui, c'est ça qui vous a donné l'idée de Stock Pro et qui permet de rajouter une brique, sans jeu de mots, à cette construction d'entreprise. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent, des business models au niveau humain? Oui, je dirais que les premiers sont mes mentors, ceux qui m'ont donné l'opportunité de devenir entrepreneur et qui m'ont fait confiance. Donc, c'est les fondateurs du groupe AECO à Marseille, notamment Richard Caillat, qui lui vraiment m'a donné ce goût-là. Comment il vous l'a donné? Enfin, c'était quoi le déclic? Le déclic, il a été présent, il a toujours été là pour répondre à mes questions, pour m'épauler, m'encourager, parfois me recadrer. Parce que sans lui, vous ne seriez pas devenu entrepreneur, vous pensez? Je ne sais pas si sans lui, je ne serais pas devenu entrepreneur, mais en tout cas, avec lui, ça a confirmé mon envie de le devenir et de le rester. Donc, tout le monde peut être entrepreneur, selon vous, ou finalement, c'est que quelques tempéraments particuliers? Et la question, c'est tout le monde parce que, justement, il y a une rencontre avec un environnement ou d'autres entrepreneurs qui vous donnent ce virus? Je pense qu'il y a plusieurs profils d'entrepreneurs. Les entrepreneurs solitaires, il y a des entrepreneurs qui aiment travailler en collaboration, il y a des entrepreneurs qui sont adaptés pour une petite taille de projet, il y a des entrepreneurs qui sont adaptés pour une grande taille de projet, il y a des entrepreneurs qui aiment le développement, il y a des entrepreneurs qui aiment la création. Donc je pense qu'on a tous quelque part une petite part d'entrepreneuriat en nous, et même quand on est salarié, entre guillemets, dans notre job de salarié, on entreprend quelque part. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer, on parlait d'opposition économie-écologie, je pense que c'est pareil, il ne faut pas opposer l'entrepreneur à un job de salarié. Je pense qu'on peut tous devenir entrepreneur. Il faut cultiver cette partie de nous. Vous parliez de Richard Caillat. Est-ce qu'il y a d'autres business models qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent encore? Dans les derniers entrepreneurs, patrons que j'ai rencontrés, que je trouve très inspirants, il y a Jean-Pascal Trécoire, le patron de Schneider Electric, qui, je trouve, porte pour son groupe une vision et qu'il arrive à transmettre certainement à ses équipes. Moi, j'en fais pas partie, mais en tout cas, il arrive à le transmettre à l'extérieur. On sent qu'il y a un vrai engagement, que le discours est porté par des actes, et on comprend là où il a envie d'emmener l'entreprise. Et ça, je trouve que quand on est soit collaborateur, soit partenaire, puisque nous on est partenaire de Schneider Electric, c'est très inspirant, et ça donne envie de les suivre et de les accompagner. Et ça vous inspire vous-même au quotidien? Vous dites, moi en tant que chef d'entreprise, il faut que je communique peut-être comme lui, ou que je m'inspire de son exemplarité, ou ça vous... En tous les cas, ça cultive ma conviction que les équipes, et les équipes de Stock Pro, suivront les fondateurs s'ils comprennent là où on a envie d'emmener le projet. Je pense que l'entreprise un peu traditionnelle, où le patron décidait dans son coin sans jamais trop expliquer et dépasser, et qu'aujourd'hui les salariés qui suivent et qui s'investissent dans des projets comme Stock Pro, qui sont pour l'instant des petites entreprises, ils le font pas uniquement pour le salaire, mais ils le font parce qu'il y a du sens dans les valeurs que porte le projet, et parce que les dirigeants qui pilotent ce type de projet les inspirent. Et alors justement, où est-ce que vous voulez emmener Stock Pro? C'est quoi votre ambition? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? L'envie qui me donne, qui fait que je me lève le matin, c'est de me dire qu'on va pouvoir faire changer les choses et qu'on va pouvoir contribuer de manière sensible à modifier les comportements. Donc l'ambition de Stock Pro, c'est de devenir la première place de réemploi de matériaux de construction, en France bien évidemment, pour commencer, mais on a une ambition européenne pour
pour le projet. Et l'idée, c'est qu'on puisse réellement dire avec StockPro, on contribue à la diminution de la production de déchets dans le BTP et à la création d'un nouveau mode de consommation et de comportement. Donc il y a vraiment une foi qui va au-delà de la réussite personnelle et de la réussite de son entreprise. C'est vraiment changer le monde. Il faut être animé d'une foi, parce que je vous assure que tous les jours, il y a beaucoup d'embûches et d'épreuves à surmonter. Donc si on n'a pas cette petite flamme, c'est compliqué d'avancer. C'est ça le charme de la vie d'entrepreneur. Merci en tout cas Romain d'avoir partagé avec nous. Merci Thomas. Durant cet échange votre vision, votre ambition et votre parcours. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau chapitre de Business Models.